Bonjour à tous, très chers fans de catch, ici Kozak, et aujourd'hui nous parlons de AEW Dynamite, l'épisode du 29 avril 2023. 29 mars, excusez-moi, 29 mars 2023. Bon, nous avons déjà dépassé WrestleMania, mais ce n'est pas le cas, nous sommes toujours en avril, fin avril. Allons-y pour cette AEW Dynamite, un épisode assez... assez décevant, pas minable, pas incroyable, pas catastrophique, juste assez décevant dans l'âme. On va voir ça segment par segment, match par match, parce que le show s'ouvre non pas par Orange Cassidy, Dieu merci, il s'ouvre par quelque chose de nouveau. Jungle Boy Jack Perry affronte Matt Hardy. Oui, Matt Hardy est toujours ici, il fait toujours des petits matchs. Et en soi, le match, il est complètement osef. Je veux dire, Matt Hardy n'est vraiment plus legit depuis beaucoup de temps déjà. Et puis, c'est assez... Le match est très confus. Matt Hardy essaie de jouer le babyface, mais son pote Ethan Page est un heel. On sait pas vraiment qui encourager parce que Matt Hardy a l'air vraiment sympa. Jungle Boy, bah, c'est le face là-dedans. Bon, bref, le match est assez chelou, on sait pas trop pour qui encourager. Matt Hardy avec toujours ses delete, c'est insupportable. Enfin, moi, ça m'agace au plus haut point. Ce match, c'est pas la clé. On s'en fout un peu de ce match. Ce qui est important, c'est ce qui se passe après. Jungle Boy remporte le match, évidemment. C'est lui qui a un programme, apparemment. Parce que oui, son programme est le programme le plus important en ce moment à la EW. Parce que c'est le programme qui concerne MJF. Et le champion de la fédération arrive pour délivrer une promo sur Jack Perry. Il va l'allumer. Le point principal de MJF, c'est qu'il y a 3 ans, à Double or Nothing, ils ont style de show. Ils ont volé les shows, ils étaient au même niveau. Et MJF, à cette époque-là, qui se croyait déjà un petit peu au-dessus du reste, il respectait Jungle Boy, il croyait avoir trouvé en lui son égal. Mais il est temps de faire les faits, et 3 ans plus tard, Jungle Boy a préféré s'entourer toujours de ses amis, de Marco Stunt, de Dino Douche, le Dino débile, de Christian. Il a préféré s'entourer de ses amis au lieu de penser à sa carrière personnelle, contrairement à MJF. Et regardez où ils en sont maintenant. MJF est le champion du monde, tout le monde parle de lui, il est devant, il est sur le piédestal, c'est le roi de la EW, pendant que Jungle Boy, réalistiquement, et c'est un fait, il n'a pas bougé depuis 3 ans. Et ces défaites qui sont balancés, ça fait Mad Jungle Boy qui rétorque. Il aurait aimé à l'époque être ami avec Jeff, il aurait aimé pouvoir parler comme lui. Il le souhaite toujours pouvoir parler comme Jeff. Il aimerait être aussi confiant qu'MJF. Il aimerait penser qu'à sa gueule. Il aimerait être le plus gros narcissique de la putain de compagnie, la plus grosse merde de cet endroit. Donc voilà, au départ on met un peu over MJF, puis après il l'enterre directement, il l'agresse. Il dit que oui, évidemment, il va pas tricher comme MJF, il va pas faire des coups de pute, alors sa route pour devenir le roi du monde va être beaucoup plus longue. Mais le jour où il détrônera MJF, lui, contrairement à ce dernier, il ne se détestera pas dans le miroir quand il se regardera dedans. MJF directement, il met over Jungle Boy, il lui fait bravo, bravo, c'est bien, non c'était bien ce que t'as fait, t'as mis 4 ans à apprendre à parler, mais c'était bien, bravo. Je veux te dire un truc, t'es faible physiquement, t'es faible spirituellement. Et d'ailleurs, Anna Jay, ta copine là, elle m'a aussi dit que t'étais aussi assez faible entre les genoux, si tu vois ce que je veux dire. Boum, Jungle Boy attaque sur le pénis, il aime pas ça, il attaque MJF, blablabla, MJF s'en va. Bon, disséquons un peu ça. J'ai pas à peine de revenir, pas à peine de dire qu'MJF fait encore une fois un formidable travail au micro. Je veux dire, le mec c'est un heel, il a une delivery qui est incroyable. Il met over son adversaire tout en le décimant juste après. Encore une fois, il met en avant le babyface, ce n'est pas juste un enterrement. Donc c'est une bonne promo de la part du heel. Parlons plus de Jungle Boy Jack Perry. Jungle Boy a eu des bonnes phrases à promo. Sa promo contenait de bonnes choses sympas. Mais putain, ça c'est son problème depuis le début. Hein. Il manque de feu dans sa delivery. Il manque de feu, ce gars-là, avec ses petits yeux de chiot là. Et il dit des trucs qui sont sympas. Il dit des bonnes phrases, il dit des bons faits. C'est cool le fait quand il a commencé à être over MJF, qu'il aimerait être comme lui, qu'il aimerait faire comme ça. Mais qu'au fond de lui, c'est qu'un putain narcissique. Oui, c'est bien comme élément, c'est pas mal. Et ça vole pas très haut, mais c'est pas mal. Mais ça manque de feu, putain. Dès qu'MJF reprend le micro, il se fait écraser. Très clairement, il n'y a pas de débat. Et c'est ce que je disais à l'époque où je disais que après son combat face à Bryan Danielson, ça va être très compliqué pour MJF de trouver des babyface à la hauteur pour faire des programmes. Et c'était là tout mon point. C'est très dur d'être à la hauteur d'MJF. La AEW manque clairement de babyface à la hauteur. Ils n'ont plus CM Punk et on dirait qu'ils sont pas prêts pour le reprendre. Vu la direction de tout ce qui se passe et vu tout ce qui se passe avec Instagram et que les phrases qu'a dit CM Punk,
Clairement, ils sont pas prêts à reprendre en main leur meilleur babyface. Tant pis pour eux, tant pis pour eux, c'est leur problème. Et où on va là? Où on va? La direction, c'est Double or Nothing. Ils sont en train de construire un truc avec les 3 piliers, c'est vraiment de la branlette pour fans incontestés de la AEW. Et ça sert à rien parce que j'ai l'impression, et c'est clair et net, qu'ils se dirigent sur un Fatal 4-Way sur Double or Nothing. Ils vont là-dessus. Ils vont là-dessus, c'est clair et net, et ça sert à rien. Aucun des gars va être mis over dans un Fatal 4-Way, hormis MJF, parce qu'il va conserver. Il faut choisir un des 3 autres piliers, Darby Allin, Jack Perry ou Sammy Guevara. Il faut en choisir un, celui qui a le plus de potentiel à l'heure actuelle pour construire un programme et s'élever, pour élever ce dernier. Si on met les 3 dans le même panier, aucun des 3 va être mis over. Il faut en choisir un, en l'occurrence, à l'heure actuelle, celui qui est le plus over en termes de babyface, qui a le meilleur feu en promo et aussi dans des matchs, c'est de très très loin Darby Allin. S'il y a clairement un des 3 autres pieds à choisir actuellement, c'est Darby Allin, c'est sur lui qu'il faut mettre une petite pièce. Lui, pour s'élever un peu plus, alors il ne remportera pas face à MJF, évidemment, il est très loin d'avoir son niveau, mais parmi les 3 autres, clairement, c'est celui qui a le plus d'unicité, qui est le plus original. Mais ils vont pas aller là. Ils vont pas aller là. Je le sens qu'ils vont nous faire le Fatal 4-Way, Double or Nothing, branlette, oh les 4 pieds qui s'affrontent dans le match, incroyable, oh là là, oh je me branle, c'est beau, c'est magnifique. Non, non, on s'en fout. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Putain. Ça, c'est du match de marque pour un public de marque. Bref. Mais quand je disais match de marque pour un public de marque, suivant, nous avons Kenny Omega, le champion des États-Unis de la New Japan Pro Wrestling, qui affronte Jeff Cobb, qui vient tout droit de la New Japan Pro Wrestling. Alors, ceux qui me suivent, ceux qui me connaissent, savent très bien où je vais aller avant de parler. Donc, vous savez quoi? Avant d'aller où je vais aller, on va parler du match. Le match, c'est un match d'Omega typique. Dans le genre, c'est cool. Si vous aimez, tant mieux. Moi, c'est pas ma cam. Il y a beaucoup de mouvements. Il y a du selling. Mais il n'y a pas d'émotion. Il y a peu de storytelling. Ce qui est étrange, parce que les gars scellent et pourtant, il y a très peu de storytelling. Ça manque d'âme. Ça manque d'émotion. Mais encore une fois, dans le genre, si vous aimez ça, vous allez aimer. Bien sûr, dans le genre, c'est un bon match. J'ai rien à dire là-dessus. Venons-en au problème. Le problème que j'ai, c'est que j'ai un problème sur le fait que ce match, pour le titre IWGP US de la New Japan Pro Wrestling, ait lieu à Dynamite, sur le temps d'antenne. Kenny Omega affronte un certain Jeff Cobb. Et si vous suivez que la AEW, que la WWE, tout le monde s'en branle de Jeff Cobb. C'est qui Jeff Cobb? Il n'est pas dans le roster AEW, on l'a jamais vu. Il n'a que ce match pour qu'on s'intéresse à lui, et c'est pour un match de championnat, temps d'antenne à Dynamite face à Kenny Omega, une des plus grosses stars de la AEW. Et j'ai un problème avec ce match parce que je sais que c'est une décision d'Omega. Je sais que c'est Omega, que c'est Tony Khan, peut-être les Bucks. Ils préfèrent mettre en avant des catcheurs, j'ai marqué japonais, encore une fois, c'est pas vraiment japonais, mais des catcheurs qui ne sont pas de la fédération, qui n'auront pas de projet au sein de la fédération. Ils préfèrent mettre en avant ces catcheurs-là dans des matchs où lui aussi pourra se mettre en avant pour branler la nouille des marques qui, eux, connaissent Jeff Cobb et sont intéressés de voir ça, plutôt que d'élever leur talent de leur propre roster. Je sais pas moi, pourquoi à la place on n'a pas eu, je sais pas, un Kenny Omega contre un Mark Briscoe par exemple. Kenny Omega, Mark Briscoe, même temps d'antenne, même durée de match, bon pas pour la ceinture du coup, et laissez aller. Et mettez Mark Briscoe over, Kenny Omega remporte parce qu'il est plus établi en tant que star, mais il met over Mark Briscoe. Hop là, on élève nos talents de notre propre roster, on construit l'avenir. À quoi ça sert ce match? Il n'apporte rien au show. Pour long terme, ça n'apporte rien. Absolument rien. Donc on n'a aucune raison de s'investir dans ce match, et c'est une des raisons auxquelles il y a un manque crucial d'émotion à l'intérieur. À la fin, One Wing Angel pour la victoire, et tout le monde s'en fout. C'était pas mauvais techniquement sur le ring, ce n'était pas mauvais. Par-ci par-là, il y avait des petits moments où il se regardait trop longtemps, où il s'empêchait d'agir. On sentait encore une fois ce que je reprochais dans le match face au fils du Viking la semaine dernière, du selling, mais il n'essaye pas de gagner pour autant. Et encore une fois, on ressent encore une fois cette chose-là.
Mais à la fin, le Blackpool Combat Club, Jon Moxley, Kyo Castagnoli et le petit Yuta attaquent Kenny Omega. Ils ont tourné heel de toute façon, mais bon, est-ce qu'ils sont vraiment considérés comme des heels, je ne sais pas. Ils attaquent Kenny Omega, il est par terre. Et là, c'est là que Bryan Danielson fait un retour surprise. Un mois après son match face à MJF, on l'avait pas vu depuis un mois, Bryan Danielson, et il revient enfin. Et au départ, il dit aux autres membres du BBC de descendre du ring, de se barrer, de le laisser avec Kenny Omega. Il relève Kenny Omega, il lui tend la main. Kenny Omega, il s'en va, il essaie d'attaquer le petit Yuta. Mais là, Bryan Danielson, on voit, il a les genoux un peu pliés. Et boum, un genou dans la face de Kenny Omega. Bryan Danielson redevient heel, c'est un heel turn. Et à la fin, ils agressent Omega et il se barre. Bon. À vrai dire, je n'ai rien contre le fait que Bryan Danielson redevienne un heel. Le meilleur travail de Danielson au sein de la AEW a été fait en tant que heel. Clairement. Il a un stade où maintenant, il marche mieux en tant que heel qu'en tant que face. On en reparlait même dans la rivalité face à MJF. J'aurais aimé avoir un meilleur face face à MJF. Il faisait un super travail, Danielson, mais maintenant, à ce stade de sa carrière, il marche mieux en tant que heel. Clairement. Alors, je n'ai pas de problème pour son heel turn. Le problème que j'ai, c'est qu'il rejoigne de nouveau le Blackpool Combat Club. Et ça ne sert à rien. Ce groupe ne sert à rien. Il n'élève pas les talents au sein de ce groupe. Ça n'élève pas Bryan Danielson, clairement. Ça n'élève pas Wheeler Yuta. Ça ne lui a rien apporté à Wheeler Yuta. Peut-être que si, ça va apporter de la visibilité, mais ça reste un laquais de Mox. Et le pire dans tout ça, c'est Claudio Castagnoli. Claudio, talent hyper over, il était hyper talentueux, il y avait du potentiel, et c'est devenu un laquais de Moxley. Et à l'époque, en fin 2022, Bryan Danielson était un laquais de Moxley. C'est pas une blague, et c'était le cas. Et j'ai très peur, et c'est ce qui va se passer, qu'au sein de la BBC, de nouveau, Bryan Danielson va de nouveau devenir un laquais de Jon Moxley. En tout cas, c'est ce qui va être montré, c'est ce qu'on va ressentir en tant que spectateur. Personne n'est élevé au sein de ce groupe. Même pas Jon Moxley. Ils s'enterrent tous eux-mêmes dans ce groupe. Ils sont pas mis over. C'est le même problème avec la House of Black. C'est le même putain de problème. On crée des trios, on crée des groupes pour que les Young Bucks, Kenny Omega, l'Elite puissent faire leur dream match, leur truc avec des spot fest de partout dans tous les sens. Ça ne sert qu'à ça, mais ça n'élève personne. Tout le monde devient le laquais de Moxley et Moxley s'en bat les couilles de tout. Sa personnalité a toujours été comme ça, il s'en bat les couilles de tout. C'est très dur de construire des programmes, de s'élever avec Moxley. Il n'en a rien à péter. Il fait ses plans sans réfléchir, ce mec. La réponse qu'il a fait aux commentaires de CM Punk sur Instagram dans le podcast de René, sa femme, il était à côté de la plaque. Il ne répondait pas à la question. Écoutez ce podcast, le mec en a rien à péter. Il oublie le fait que ses idées, objectivement, elles sont nulles, elles ne servent à rien, c'est du bas les couilles. On va faire comme Rocky 3, mais quel est l'intérêt? Ça a aucun putain... Je sors du sujet, mais... Pour parler de ça 2 secondes, mais... CM Punk, quand il disait... Quand clairement sur Instagram, il disait Moxley ne voulait pas perdre face à moi pour le titre... Ça m'a complètement déstabilisé. À la place, c'est plutôt une idée de faire comme dans Rocky 3. Donc d'abord, je me fais squasher, et ensuite, je fais un comeback pour revenir. Les gens direct ont commencé à agresser Punk en mode bah ouais, au final t'as mis over, non? Il a quand même perdu Pay-Per-View face à toi. Oui, bien sûr, mais ça ne fait aucun sens. De base, Mox ne voulait pas perdre clean face à CM Punk. Il ne voulait pas élever le plus gros talent de la compagnie. Gros ego de sa part, et le problème est là à la base. Et Punk avait un problème à ce niveau-là à la base. Et tout le monde était confus de ce match qui avait lieu 2 semaines avant Dynamite. Et puis Rocky 3, les gens semblent oublier que Rocky 3, le principe c'est que Rocky se fasse squasher pour qu'après il y ait un travail de reconstruction sur plusieurs mois, entraînement sur plusieurs mois pour revenir des enfers et revenir au top de la forme. Là, il y a 2 semaines qui se sont passées, ça a aucun sens ce qui s'est passé. Le booking n'avait aucun putain de sens. Punk a fait au mieux avec ce qu'il avait, la promo avec Ace Steel, où après il reprenait le feu en lui, c'était génial. Mais il a fait au mieux avec ce qu'il avait. Ça n'a rien changé, il n'a pas été plus mis over
que s'il avait battu Moxley clean en pay-per-view avec une rivalité construite de manière totalement normale. C'est ça qui dérangeait Punk. Vous voyez ce que je veux dire? Moxley a des idées très arrêtées, où il se met aussi en avant, il s'en bat les couilles de tout. Bref, pour revenir à tout ça, et avoir des talents comme Bryan Danielson, Claudio Castagnoli, au laquais, au service de ce mec, ça ne va jamais, jamais les élever. Mais suivant, Tony a choisi de mettre Orange Cassidy à ce niveau-là du show. On a donc le match pour le All International Championship. Orange Cassidy face au boucher qui est accompagné de l'épée. Au départ, le boucher et l'épée, ils agressent Orange Cassidy. La cloche n'a pas encore sonné, ils ont tous les droits. Sauf que l'épée commence à avoir un pied de biche pour agresser Orange Cassidy. L'arbitre a fait non, ça tu dégages. Mais après, le boucher, du coup, il en profitait pour martyriser, piétiner Orange Cassidy. L'arbitre, il replace les deux combattants, il dit sonne la cloche. Et le match a lieu. J'ai regardé 30 secondes et j'ai skippé. Pourquoi? Parce que après avoir vu Orange Cassidy se faire martyriser par deux mecs 4 fois plus lourds que lui, deux gros gars balèzes, directement il se relève, il met les mains dans les poches, il fait allez ramène-toi et il fait direct ses coups de pied stupides. Il no-sell direct. Le mec ne scellera jamais rien. Le mec enterrera toujours les offenses de ceux qui sont plus forts que lui, plus imposants que lui en face de lui. Il ne mérite donc pas que je perde mon temps avec ces matchs. Je skip et j'en bats les couilles. Voilà, il a gagné, super tant pour lui. C'est une putain d'insulte au catch, ce putain de gars. Ça commence à me gaver qu'il soit toutes les putains de semaines. Toutes les semaines, on voit, en ce moment, clairement, pas les pires éléments, mais presque. Orange qui chaque semaine. John Moxley chaque putain de semaine. On en a plein le cul. On en a plein le cul. C'est pour des marques. Franchement, c'est agaçant. Suivant le match féminin, Rubisso contre le Nightingale, ils font plus aucun effort pour les femmes. J'ai pas grand chose à dire, c'est la même chose chaque putain de semaine. Alors, le match est pas mauvais, le match est sympa sans plus, encore une fois, elles font mieux avec ce qu'elles ont, les pauvres. The Outcast arrive, ce sont les seules heels féminines de la fédération à l'heure actuelle qui sont mises en avant. Celles qu'ils affrontent, les heels en face, elles, c'est Riho, c'est Willow Nightingale, c'est Sky Blue, elles sont méga green. Bon, Willow Nightingale en l'occurrence, qui a un match contre Rubisso, c'est peut-être la plus regardable des trois, mais elles restent toutes les trois complètement green. On voit des babyface hyper green face à des heels établis qui battent sans trop de difficultés babyface. Il y a Rio qui fait la save. C'est toujours la même chose chaque putain de semaine. Sauf que cette fois-ci, elles ont pas fui, au moins, elles sont mis à agresser Rio. Bah voilà, et au moins, elles l'ont eu, clairement, elles étaient plus fortes. Jamie Hayter, du coup, la championne, a fait la save. Je veux dire, pourquoi chaque semaine, c'est Rio qui est quand même quelque part mis en avant sur ses saves, ces trois femmes, ces trois meufs qui sont green, plutôt que Britt Baker, plutôt que Jamie Hayter, qui ne font que faire des saves, et pas toutes les semaines. Pourquoi l'accent est pas mis sur la championne? Depuis que Jamie Hayter a gagné son titre, elle n'a jamais été mise en avant comme la championne qu'elle est. Elle devrait être mise en avant. Clairement, c'est la championne. Moi, franchement, je trouve que c'est une championne qui méritait le plus le titre parmi toutes les championnes de la fédération qu'on a eu jusqu'à présent, hormis Britt Baker. Elle n'a à aucun instant eu le traitement qu'avait Britt Baker à l'époque. À aucun moment, Tony fait des efforts pour mettre en avant Jamie Hayter. Ils lui font pas confiance. Je comprends pas pourquoi. La meuf, elle sait parler, elle fait des bons matchs, elle a un bon physique, elle a une bonne apparence. Pourquoi ils lui font pas confiance? Il est là le talent, il est là le babyface pour construire des rivalités face à The Outcast qui clairement sont en roue libre depuis plusieurs semaines. Pourquoi on voit Rio? Pourquoi on voit Sky Blue? Pourquoi on voit Willow Nightingale? C'est quoi l'intérêt? Wake up! Wake up! Regarde tes talents, réveille-toi, regarde les éléments que t'as et utilise-les! Putain de merde! Ah! Mais c'est l'heure du main event! Adam Cole face à Daniel Garcia, un match qui nous avait été hypé la semaine dernière. Le match est cool, Adam Cole vend bien, c'est chouette, il a passé beaucoup de matchs à vendre au niveau du cou, même si au début du match j'ai eu un petit peu peur, on dirait qu'il s'était fait une petite blessure au niveau de la jambe, il a mal ratterri, il a un peu chuté
Après, il devait passer au-dessus d'Andy Garcia et c'était pas très très fluide. J'ai un peu peur qu'il se blesse et du coup, après, j'ai l'impression qu'ils ont laissé le match un peu se reposer. Des petites offenses au sol, des petites clés au sol pour que Cole se repose. Il a été envoyé à l'extérieur pour souffler un peu. Coupure pour qu'il se remette. Bref. Pendant le reste du match, c'est chouette. Il va vendre son coup. Le problème que j'ai encore une fois, c'est pas sur le match, c'est sur comment on build un match, comment on construit un match. J'ai eu un énorme problème sur ce qui a été fait sur Adam Cole et sur le finish en l'occurrence. Le mec sort d'une commotion cérébrale extrêmement sérieuse, il a pris plusieurs mois off. Et Tony Khan, mais Adam Cole lui fait faire prendre des putains de pile drivers pendant le match. 2 pile drivers pendant le match. Le gars sort de commotion cérébrale intense. Je sais, alors peut-être c'est une idée d'Adam Cole. C'est Adam Cole qui était chaud pour ça. De toute façon, les catcheurs, ce sont des gars qui sont là pour spectacle et s'ils veulent impressionner, ils s'en battent les couilles de leur santé quelque part. Hormis les plus vieux. Mais Adam Cole est encore assez jeune pour un catcheur. Il s'en bat les couilles, il fait ce qu'il veut. Mais il faut pas laisser le feu vert. Le gars sur de commotion cérébrale, tu fais gaffe à tes talents, putain. Le nombre de blessés qu'il y a à la AEW, c'est énorme. Il y a eu des vagues de blessés tout le temps. Le gars sort d'une commotion cérébrale, un babyface hyper hot actuellement, et il se prend 2 pile drivers face à Daniel Garcia. Pourquoi? À quoi ça sert? Ça mérite pas ça, Daniel Garcia. Il n'y a pas de projet, Garcia. Pourquoi Daniel Garcia fout 2 pile drivers à Adam Cole? Ça sert à rien. C'est pas un immense match. C'est pas un match de PPV. C'est un match de weekly. Calmez-vous, putain. Protégez-vous, nom de Dieu. Protégez-vous. Prends soin de tes talents, Tony Khan, putain. Alors, de 1, du coup, comme je disais, 2 pile drivers, c'est très risqué pour un gars qui sort de commotion cérébrale. Et 2, Adam Cole s'en sort de 2 pile drivers. Il kick out, il nocelle direct puisqu'il contre directement une offense de Garcia qui suit. Directement, Panama Sunrise, la shot, 1-2 droit. Fin de match. Le mec il nocelle 2 putains de pile drivers. Mais ça a aucun sens, c'est putain de dommage, cette prise elle était mortelle dans les 90, mais mortelle. Oh putain. Et j'aime bien Adam Cole, je trouve qu'il a une bonne réaction près de la foule. Mais là il y a un manque d'intelligence, il y a un manque de bonne construction de match quoi. Ah. À la fin, il y a Britt Baker qui fait son entrée pour faire un bisou à Adam Cole et les confettis qui parlent. J'étais en mode, mais what the fuck, c'est un peu too much, les gars. La célébration est un peu too much, encore une fois. Je vois les marques se branler, là. Là, ils ont juté, là, qu'ils ont vu Adam Cole et Britt Baker faire un bisou, ils ont juté direct. Chris Jericho fait son entrée pour emmener Danny Garcia dans les coulisses. Et plusieurs fois, il s'arrête sur la rampe pour observer Adam Cole. On l'avait call, on l'avait call sans mauvais jeu de mots que ça allait être le programme qui allait suivre Chris Jericho face à Adam Cole. Alors, quelque part, j'ai pas envie de voir ça parce que j'aime pas les programmes avec Chris Jericho, mais d'autre part, ça va permettre à Adam Cole, s'il n'affronte que Chris Jericho évidemment, de pouvoir avoir quelqu'un en face de lui qui prend le temps, qui est safe, qui est expérimenté, qui va pas le mettre en danger, qui va pas faire des trucs trop dangereux. C'est un bon programme pour qu'Adam Cole récupère, se remette dans le bain sans se mettre trop en danger. Si encore une fois, il n'affronte que Chris Jericho, ce qui va pas être le cas, il va affronter Jack Hager, il va affronter Sammy Guevara, il va affronter toute la clique, encore une fois, il va se mettre en danger, bien sûr. C'était AEW Dynamite, un show qui n'était pas mauvais, mais qui manque clairement de professionnalisme, qui met en avant les mauvaises personnes chaque semaine, qui ne sait pas comment élever des talents, ils ne savent pas faire ça, ils ne savent pas faire. Je ne vois aucun talent ici qui a été élevé. Adam Cole peut-être a fait un bon match au retour. Voilà, on a remis un peu les projecteurs sur Adam Cole. Une chose qui a été bien faite, mais je regarde la carte, Jack Perry n'a pas vraiment été mis en avant. Un petit peu, mais encore une fois, il sera mis en avant s'il a un programme solo avec MJF. Kenny Omega n'a pas été mis en avant, il affronte un mec dont tout le monde s'en bat les couilles. Bryan Danielson est nouveau dans le BBC, il va être enterré, il ne va pas être mis en avant. Orange Cassidy n'est toujours pas mis en avant, il est encore heureux, enfin si lui il est mis en avant, mais, mais c'est une catastrophe, c'est une insulte au business. Willow Nightingale n'est pas mis en avant, bref, une perte de temps. C'était Kozak.
on va parler de WrestleMania qui, pour le coup, est un show qui a été extrêmement bien construit, à contrario. Ça fait du bien d'avoir un WrestleMania dont la hype est immense, ça fait beaucoup de bien. On va en parler pour la carte de WrestleMania, voir à quel point tous les matchs ont été bien construits. Ah, ça va faire du bien, ça va faire du bien. C'était Kozak, prenez soin de vous, très chers fans de catch.